période de crise comme ça ouvre une forme de tâtonnement, alors dont on a vu qu'il pouvait être important au niveau du gouvernement central, du côté des consignes, du côté des modes d'organisation. Alors, on a pu observer, par exemple, que le, le gouvernement, finalement, n'est pas tellement passé par les structures existantes, il en a créé de nouvelles, par exemple, le fameux comité scientifique, alors que nous avons la haute autorité de santé qui existait. Il y avait une série, je ne vais pas les citer là, mais une série de structures qui étaient en place. Et en fait, entre le comité de défense sanitaire, le comité scientifique, etc., on a dans l'urgence fabriqué des structures un petit peu nouvelles, dont je suppose qu'elles étaient liées à la volonté du pouvoir politique central et du président de la République et du gouvernement de maîtriser la situation sans être pris dans les régulations plus traditionnelles qui fonctionnent dans ces divers organes. Il y a deux mouvements qui peut-être vont-ils se rejoindre. Effectivement, il y a les constats à cet égard que l'on peut tirer de l'expérience de cette crise du Covid à l'égard disons, au fond, de ce que j'appelle moi le système politico-administratif français, dans son aménagement notamment au niveau des territoires, c'est-à-dire les articulations entre le niveau central, les niveaux locaux et comment ça fonctionne. Et puis de l'autre côté, vous avez une logique que la loi 3D va remettre sur le métier, qui est de savoir comment on peut recaler ce dispositif. Premier constat, il est vrai que la crise du Covid a révélé le côté complètement, très centralisateur de l'État français. Au fond, la crise, tout s'est régulé au niveau central, tout est remonté au niveau central. Et les marges de manœuvre que revendiquent de temps en temps les acteurs locaux ont été très faibles. Et de temps en temps, il y a eu des velléités avec les élus locaux notamment, qui se sont manifestés en considérant qu'on pouvait leur donner un peu de marge, qu'ils pouvaient adapter les dispositions centrales. Et vous l'avez observé comme moi, ça a toujours été bloqué, refusé. Alors, est-ce que ces constats vont rejoindre, d'une certaine façon, le deuxième problème que vous évoquez, qui est l'organisation du système politico-administratif français? Pour ça, je ne sais pas, l'avenir le dira. Les enseignements du Covid seront tirés. En tout état de cause, cette loi 3D, on est dans l'expectative. Ça fait 30 ans qu'on essaye de recaler le système politico-administratif français avec des avancées, des reculs, et qu'on ne sait pas vraiment comment faire. Parce que soit il y a des propositions qui sont extrêmement audacieuses, entre guillemets, qui consisteraient à supprimer certains niveaux, mais à chaque fois ça bloque. Alors est-ce que la loi 3D va nous en sortir? Alors, c'est l'idée de différenciation. Et comme on peut supprimer personne, en fait, on dit on maintient tout le monde, mais après, on laisse un peu de mou pour que les gens s'arrangent entre eux. Voilà. Qu'ils trouvent des arrangements pour mieux faire fonctionner un système. Et moi, je conclurai là-dessus. Il faudrait beaucoup plus de temps, mais c'est vrai que nous avons un système que j'appelle un système polyarchique, c'est-à-dire il y a une multiplicité de décideurs, mais il n'y a pas de principe de mise en ordre véritablement efficace entre tous ces décideurs. On peut faire une distinction entre ce que j'appellerais des logiques réparatrices qui sont dominantes quand même dans notre système, et puis éventuellement à partir de ce que la crise du Covid a révélé, peut-être esquisser des logiques qui seraient à plus longue portée, disons, qui pourraient à moyen et long terme constituer des solutions plus pérennes. Alors, pour ce qui est des logiques réparatrices, évidemment, cette crise, finalement, pour l'essentiel, si vous voulez, elle a frappé toute une part du tissu économique et toute une part de l'emploi, qui est le résultat d'évolution maintenant de plusieurs décennies, et qui consiste dans l'émergence d'un marché du travail ou d'une pluralité d'activités, si vous voulez, qui forment ce que Robert Castel appelait le précariat. Et il y a toute une part de la population qui ne survit que parce qu'ils peuvent alterner des activités précaires sous forme de salariat, d'entrepreneuriat indépendant,
ou d'activités soutenues par la puissance publique, plus ou moins soutenues par la puissance publique. Donc la crise va nécessiter finalement de s'interroger sur la façon dont on peut venir en soutien de ces populations qui ont été fragilisées parce que leurs activités disparaissent. D'une certaine façon, ce n'est pas tellement le socle de la pauvreté la plus installée qui fait déjà l'objet de transferts, ces transferts étant par hypothèse maintenus, on peut éventuellement les améliorer. C'est plutôt cette zone un peu intermédiaire d'une part de la population qui ne constitue pas le socle des gens bénéficiaires des soutiens traditionnels, toujours insuffisants, mais enfin qui existent, et qui ne sont pas engagés dans les activités productives qui soit se sont maintenues, soit alors se sont même développées pour certaines d'entre elles. Alors j'ajouterais bien sûr que peut-être qu'en termes d'impact plus sociaux, la crise révèle des fractures dans les milieux les plus fragiles, je pense dans les relations familiales, les relations avec les enfants, les questions de violence, les questions alors de violence à l'égard des tiers, ou les questions je dirais, de mal-être ou de difficultés psychologiques qui vont surgir et qui vont nécessiter peut-être certainement même des renforcements, des appuis, des soutiens, dont une part est à la charge du secteur médico-social, par exemple, ou médical. Mais certainement, l'action sociale traditionnelle va devoir renforcer certains de ces secteurs et puis se poser la question de l'extension ou de la création de nouveaux dispositifs pour d'autres.